Salut YouTube, salut tout le monde. Allez, c'est parti pour le bilan du mois de janvier 2025 à travers trois axes. Mon investissement en bourse. On va voir que j'ai décidé d'investir plus cette année en 2025 en bourse à travers mon PEA et mon compte titre. On va également voir qu'il y a une nouvelle action qui a intégré mes portefeuilles. Ensuite, on ira voir mon investissement immobilier avec mon appartement que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes comme Airbnb et Booking. On va voir comment il a performé sur ce mois de janvier 2025. Et on terminera comme on a l'habitude de le faire avec mon objectif de dépenses budgétaires que je me fixe chaque mois. On va voir si j'ai checké mon objectif de dépenses. Je vous emmène tout de suite sur mes écrans, c'est parti, vamos! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous partager un petit peu l'évolution et la réussite de cette chaîne parce que c'est entièrement grâce à vous, grâce à nous, j'ai envie de dire. Moi, je partage du contenu, mais vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder. En termes d'abonnés, voilà, on vient de passer les 3730 abonnés. En tout début d'année, on était à 3000, donc je trouve que ça va très vite en l'espace d'un mois. J'ai des nouvelles réussites, 250 000 vues. J'ai eu un short qui a fait plus de 25 000 vues. Je vois ma dernière vidéo, là, elle a fait 6 000 vues. D'habitude, j'ai pas ce genre de performance. Donc, évidemment que ça fait plaisir, mais voilà, je voulais vous partager un petit peu les datas aussi. Et vous dire aussi également que vu qu'on est de plus en plus nombreux, je pense qu'il y en a qui me découvrent tous les jours. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Que vous soyez abonné ou que vous ne soyez pas abonné à la chaîne, sachez qu'en tout cas, en lien dans la description, il y a une page Bento. Il y a un lien Bento qui renvoie vers cette page que vous avez à l'écran. L'intérêt de cette page surtout, c'est de pouvoir me contacter directement en Discord ou sur Twitter pour échanger. Voilà. Sachez qu'en tout cas, c'est ouvert. J'ai chaque semaine des gens qui viennent me poser des questions, qui viennent me voir, notamment par rapport à mon fichier de suivi qu'on va voir tout de suite à l'écran. Voilà, ce fichier de suivi que j'ai créé moi-même et que j'ai rendu entièrement gratuit. Il suffit juste de le télécharger. Je ne vais pas vous demander une adresse email ou quelconque data personnelle. Il y a une vidéo sur la chaîne que je mettrai juste au-dessus et que je remettrai également en description qui vous permet de télécharger ce fichier. C'est un petit tutoriel, pas à pas, vous allez le télécharger, vous allez tout simplement en faire une copie sur votre Google Drive et ensuite il est entièrement à vous. Évidemment, il sera vierge de données, mais à vous de le remplir et à travers cette vidéo que j'ai fait sur la chaîne, qui se trouve ici, tout simplement, fichier de suivi ici, celle-là. Vous voyez pas parce que je suis devant. Ici, je vais réduire la caméra. Mais cette vidéo-là, là, tout simplement, c'est un tutoriel qui vous explique comment utiliser ce fichier pas à pas. Et ensuite, sur la chaîne, j'ai fait quelques petites vidéos. Elles sont assez facilement reconnaissables avec le petit fichier Google Sheet en icône, qui vous permet également de mieux comprendre le fichier, comment il fonctionne. Donc voilà, je voulais encore une fois vous remercier parce que voilà, on grandit tous ensemble, la chaîne grandit, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à investir en bourse et ça fait plaisir de partager ça avec vous et je voulais voilà, vous remercier et vous partager un petit peu l'évolution de la chaîne également à travers des datas parce que voilà, je trouve qu'on avance ensemble et que c'est logique de vous partager tout ça. Donc maintenant on enchaîne avec ma performance en bourse sur ce mois de janvier 2025 avec le fichier de suivi que vous avez l'habitude sur la chaîne de connaître. Première chose que je voulais dire, je l'ai dit en introduction, j'ai décidé tout simplement d'investir plus en bourse. Comment ça se traduit? Ça se traduit simplement par les versements automatiques que je faisais chaque mois, étaient de 75 euros. Et j'ai décidé de les augmenter de 25 euros et de les passer à 100 euros. Donc voilà, sur l'année, ça va représenter à peu près, si je fais 12 fois 25, 300 euros en plus par an investi sur mon PEA. Et je fais la même chose sur mon compte titre. Je suis passé à 100 euros aussi sur mon compte titre au lieu de 75 euros. Donc mine de rien, voilà, ça fait 600 euros en plus d'investis en bourse à travers mon PEA et mon compte titre sur cette année 2025. Comme j'ai dit, voilà, ça fait partie de ma stratégie un petit peu d'investissement en bourse, ma stratégie un peu globale, stratégie patrimoniale. Donc voilà, je voulais vous le dire par transparence, j'investirai un peu plus et ça me permettra d'avoir un peu plus de liquidité. Et c'est important parce que les liquidités, là je le vois en ce moment, je suis à 835 euros de liquidité sur mon compte titre. Donc si on se met voilà, sur mon compte titre, 835,27 euros. Donc ça c'est l'argent qui est disponible sur mon PEA mais qui n'est pas investi, qui n'est pas exposé à des actifs, que ce soit des actions ou des ETF. Et mine de rien, chaque mois, quand on veut faire son DCA, bah, on va taper dans ces liquidités-là. Et mon DCA, où j'avais été plutôt assez régulier sur l'année 2024, il était quand même de DCA SP500 plus DCA, on va dire, ETF européen. Il était déjà à 432 euros. Et si je veux rajouter les pays émergents que j'ai pas fait depuis un petit moment,
ça nous fait un petit montant qui est pas négligeable, quoi. Donc du coup, ça nous fait 637 euros à investir tous les mois. Donc 637 euros à investir tous les mois, on se rend bien compte qu'avec 835 euros, on va pas aller bien loin sur l'année. Euh, Sachant que l'argent qui est investi dans mes ETF, je compte pas les liquider non plus dans mes actions. Alors, les actions, il peut y avoir des mouvements où des fois on fait des ventes, parce qu'on se rend compte que voilà, l'entreprise dans laquelle on investit ne correspond peut-être plus à nos critères, à notre vision. Mais voilà, 835 euros, si je fais un DCA chaque mois, 600 euros, ça le fera pas, quoi. Je pourrais pas tenir sur l'année. Donc peut-être que je vais, enfin c'est pas peut-être, je vais être obligé de m'adapter sur mon DCA d'ETF. Peut-être qu'au lieu d'acheter à chaque fois 10 parts, bah, j'achèterai que peut-être 5 parts ici, 5 parts ici et 5 parts ici. Divisera déjà par 2. Mais voilà, il va falloir que je m'adapte, il va falloir que je trouve quelque chose, une stratégie à mettre en place. Rien de bien compliqué, hein, il faut juste réfléchir un petit peu et se poser, voilà, se poser les calculs, voir un petit peu comment on peut fonctionner. Mais voilà, toujours est-il que c'est quand même agréable de se dire qu'on va avoir, mine de rien, 300 euros en plus sur l'année à investir. Parce que quand on veut faire du DCA de manière régulière, il faut forcément avoir des liquidités, quoi. Voilà, parenthèse fermée sur cette partie liquidité, sur cette partie du fait que j'augmente mon investissement en bourse à travers mes versements mensuels. Si on revient sur cette performance, alors attention, là c'est la performance en cours du mois de février, parce qu'on est déjà mi-février, mais la performance annuelle, on voit déjà qu'elle est de 5,53. Le mois de janvier est très bullish, hein, 5,53. Quand on voit que l'année dernière, j'ai fait 7,95 sur l'année. Les années précédentes, bon, j'ai réussi à faire 16, 16 et 10, mais mine de rien, déjà, en un mois et demi, on fait 5,53, donc les marchés sont très haussiers en Europe, et notamment le CAC 40, hein. Donc ça fait évidemment plaisir à son investissement, hein, à son portefeuille. Si on va dans l'onglet historique PEA, on va aller se comparer un petit peu à nos ETF, enfin à nos indices de référence, on va regarder un petit peu comment on a performé nous. Donc mon PEA, mon portefeuille PEA, sur ce mois de janvier, a fait 5,30% de hausse. Exceptionnel, j'ai envie de dire. On voit que l'année dernière, le meilleur que j'ai fait, c'était 3,16. Si on prend ne serait-ce qu'un indice américain, 5,17 ici, 5,40 ici, donc on a des performances qui sont habituellement plutôt du côté des États-Unis. Là, sur le CAC 40, on avait fait du 3,54, quoi. Et sur le World, on avait fait du 7,50, du 7,52 en novembre, assez fou. Donc là, on fait 5,30, donc performance vraiment exceptionnelle, mais on sous-performe le CAC 40. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet de rattrapage par rapport à l'année 2024, où le CAC 40, voire même l'Europe, était un peu lent, un peu en retrait par rapport aux États-Unis. Et là, sur ce début d'année, ça surperf de fou. Donc c'est plutôt cool. Mais on voit que notre portefeuille n'a pas surperformé autant que le CAC 40. Encore une fois, j'aime bien ce petit jeu des comparaisons, et je le dis à chaque fois, mon PEA, il est composé d'ETF et d'actions. Mes actions sont 100% françaises, mais mes ETF ne sont pas 100% français. Si je reviens ici, on voit que mes ETF représentent 54,1% de mon investissement sur mon PEA. Et sur ces 54,1% investis sur mon PEA, à travers des ETF, il y en a aujourd'hui 52% qui sont sur l'ETF SP500. On voit finalement que je suis à mon PEA et, en tout cas sur la partie ETF, exposé à 52% aux États-Unis. Et si je vais dans mes petits graphiques, en espérant qu'ils soient bien à jour, voilà, là j'ai fait mon PEA avec évidemment mes 3 ETF, mes actions et mon cash, et on voit que le TF SP500 quand même représente 30%, 31% de mon investissement sur mon PEA. Donc le CAC 40 a tout surperformé, si on revient là, avec 7,80. Donc forcément mon portefeuille s'est bien comporté, mais vu que j'ai 30% exposé aux États-Unis, qui a fait quand même 2,33%, hein, ce qui est complètement honorable, mais forcément cette performance-là de mes ETF américains ont un petit peu, on va dire, plombé, c'est un peu dur comme mot, mais on ralentit en tout cas la performance de mon portefeuille sur ce mois de janvier, mais je suis entièrement satisfait avec ma performance, hein, mais c'est juste pour expliquer un petit peu les différences. Donc voilà, 5,30, 258 euros de plus-value, c'est plutôt cool. On a fait un beau mois de janvier. Si on va sur le côté ETF, on va voir que l'ETF pays émergent remonte bien. Le ETF émergent remonte très bien. Si on va sur ProRealTime, j'ai fait une vidéo. S'il y en a qui sont intéressés par ce petit logiciel, c'est gratuit. Il est vraiment bien foutu. Je mets un lien juste au-dessus. Et vous verrez, il y a une vidéo où moi je me suis créé 3 listes. Ma liste PEA, ma liste compte titre, ma liste watchlist.
ce qui me permet de voir en un clin d'œil l'évolution de mon PEA, de mon compte titre et de surveiller les actions qui m'intéressent. Et on voit que le pays émergent, là je suis en semaine, on peut basculer en jour, mais ça revient au même, hein. Mais on voit que là, depuis, si on se pose ici à peu près début janvier, le pays émergent, il a fait quelque chose comme 7-8%, non? Ouais, il a fait entre 6 et 7%. Donc il reprend des couleurs, donc évidemment ça fait du bien au portefeuille. Et puis de manière générale, voilà, les ETF montent tous, hein. Si on regarde le TZ, pareil, voilà, le TZ, si on se met, c'est encore plus impressionnant. Le TZ c'est le TF européen, donc ouais, il était là, quoi. Donc il a très bien performé, et le SP500, bon voilà, on voit qu'il monte toujours un peu plus doucement en ce moment, par rapport aux deux autres ETF que j'ai, mais il continue de monter, donc voilà, c'est ça qui est bien avec les ETF, c'est que c'est passif, c'est facile à investir, on est sur des indices, voilà, boursiers, qui sur du très long terme montent, donc il faut continuer à s'exposer à ces ETF-là. Moi je trouve que voilà, c'est vraiment la partie facile de l'investissement en bourse, et ça serait dommage de s'en priver. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à faire mon DCA. Là, j'ai coupé mon DCA depuis le 30 octobre, donc là, je suis pas assez assidu là-dessus. Il faut que j'arrive à être régulier et à faire mon DCA. Encore plus quand je vois les performances que font les indices et les ETF, je devrais pas être influencé par ça, mais il faut, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, il faut investir, quoi. Faut pas essayer de timer le marché. Je sais pas ce que je fais, c'est juste que, voilà, c'est comme je l'ai dit en intro, je ne suis pas tous les jours dessus, et j'investis comme je le peux. Et surtout, comme je l'ai dit aussi, il va falloir que je réfléchisse un petit peu 10 minutes pour voir comment je gère mes liquidités et comment je gère mon DCA. Et si on regarde côté action, mon portefeuille n'a pas bougé. Vous pouvez voir, hein, entrée-sortie ici en 2025, c'est vide. Donc j'ai toujours mon même portefeuille d'actions. Vinci, Air Liquide, L'Oréal, Dassault, OB, Schneider, Euronext, LVMH, Amundi, ils ont tous repris des couleurs. On l'a vu, hein, CAC 40 a fait 7,80, ils ont tous repris des couleurs. Donc voilà, c'est cool. Si on regarde comment est un petit peu réparti mes actions, on voit que ma première position c'est Air Liquide avec 25,6%. Ensuite on a LVMH à 17,1%, on a Vinci, donc j'ai toujours le même top 3. Peut-être qu'à un moment donné, L'Oréal devait un petit peu être pas loin du top 3, mais bon, L'Oréal en ce moment reprend des couleurs, mais un peu moins fort que LVMH. On a Euronext qui est là avec 8,6%, qui est vraiment une très belle entreprise et qui est une très belle évolution en ce moment sur son cours. On a Schneider, OB qui a repris des couleurs, Dassault Systèmes aussi qui reprend des couleurs, Amundi qui reprend des couleurs. Donc voilà, le portefeuille se porte bien. Ça monte bien. On peut le voir, hein, si je prends ma classe actif action, on fait 10% pour le moment. Juste sur la partie action, je fais plus 10%. Sur ce mois 2025 en un mois, donc ce qui est assez, encore une fois, ce qui est assez fou. Et si je prends la partie ETF, on n'a pas été regardé, je fais 4,32%. Donc encore une fois, c'est dû au fait que 50% de mes ETF sont exposés aux États-Unis et qui ont moins bien performé que le reste du monde, mais ont quand même bien performé. Donc voilà, le PEA avance bien. Il faut que j'arrive à mettre en place une stratégie DCA pour être plus régulier. Et on va regarder si j'ai touché des dividendes, mais je crois pas, hein. Janvier 2025. Non, j'en ai pas touché en janvier 2025, j'en avais touché en 2024, non plus. J'ai à peu près les mêmes valeurs. Donc pour le moment, pas de dividendes touchés en mois de janvier 2025, on voit que c'est flat. On voit que souvent, par rapport à mes valeurs, c'est plutôt milieu d'année que j'en touche. Donc pas de dividendes. Et voilà, on est plutôt content de la performance de ce PEA et de ce début d'année assez haussier sur le PEA. Allez, direction le compte titre maintenant. Le compte titre, comment il a performé au mois de janvier 2025. Donc on a toujours le même fichier. Donc vous le savez, mon compte titre est chez DeGiro. Et on voit que la performance annuelle déjà est un peu moins bonne que le PEA, on vient de le dire, mais reste tout à fait honorable. Tout comme sur mon PEA, j'ai décidé de passer mes versements mensuels automatiques à 100 € au lieu de 75 €. Donc ça me fera 300 € de liquidité en plus à investir en 2025. Si je fais un petit tour aujourd'hui, là, on voit que je suis investi 4 heures des actions sur mon compte titre et que j'ai 13% de liquidité, ce qui représente presque 800 €. Donc voilà, sur ma stratégie en tout cas sur mon compte titre, pardon, c'est full action de croissance. Et on va aller regarder un petit peu comment j'ai performé sur ce mois de janvier. Donc sur ce mois de janvier, on voit que j'ai fait 3%. 3%, ce qui est une très belle performance, hein, sur un mois. Presque 170 € de plus-value.
Si on compare, on voit que dans l'année 2024, on a eu quelques petites perfs entre 5,50 et 6%. Mais quand on fait 3%, déjà, c'est très beau. Moi, je signe pour faire 3% chaque mois. On voit qu'on surperf le SP500. Ça, je pense, c'est parce que les valeurs que je détiens en portefeuille ont surperformé l'ensemble des valeurs du SP500. Et le World, on voit qu'il a surperformé le SP500 et mon portefeuille, du coup. Il est composé à 70% de valeurs américaines, mais on sait qu'il voilà, il a des valeurs européennes, tout ça. Et comme je viens de le dire, en ce moment, l'Europe, la France, tout ça surperforme les États-Unis. Donc je ne suis pas étonné de voir le World surperformer mon portefeuille. On va aller regarder tout de suite mes actions que je détiens en portefeuille. Donc voilà mon portefeuille. Et comme je disais en intro, j'ai acheté une nouvelle action. J'ai décidé d'acheter une nouvelle action qui est celle-ci, Nvidia. Voilà, Nvidia, j'ai ajouté Nvidia, je vous montre un petit peu mes fichiers. J'ai ajouté Nvidia le 27 janvier. J'en ai acheté deux, donc très peu évidemment. Après, mon compte titre est beaucoup plus petit en termes de capital par rapport à mon PA. Donc vous voyez qu'aujourd'hui j'ai une valorisation de 5000 euros. J'ai décidé d'acheter deux actions Nvidia. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un peu surpris, choqués, ça peut faire débat. Pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est dû au contexte. On a vu une news DeepSeek, la nouvelle intelligence artificielle chinoise qui arrive sur le marché et qui serait nettement moins coûteuse et aussi performante que ce qu'on peut avoir avec les intelligences artificielles américaines. Donc du coup, ça a créé un petit peu des chamboulements sur le marché. Et Nvidia, je crois, en 3-4 jours, a perdu 25%. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité. Je l'ai dit à travers ma vidéo que j'ai faite sur mon PA. Il faut essayer de temps en temps saisir des opportunités. Et pourquoi j'y vois une opportunité sur Nvidia? Parce que je trouve que le contexte est un peu bizarre. C'est la Chine contre les États-Unis. Apparemment, ceux qui sont derrière DeepSeek ont shorté, donc ont parié à la baisse sur les marchés américains. On sait qu'il y avait une espèce d'embargo, un peu un blocus technologique. On n'avait pas le droit d'avoir des cartes graphiques et on va dire toute la technologie Nvidia en Chine. Or, il s'avère qu'a priori, ils ont utilisé de la technologie Nvidia pour faire DeepSeek. Bref, ça semble un peu pourri tout ça, cette histoire. Au début, j'étais là en me disant waouh, c'est fou, on va avoir une intelligence artificielle peut-être de meilleure qualité, ça fait avancer un peu les choses, et voilà. J'étais surpris, agréablement surpris. Et puis après, quand on creuse un peu, on commence à avoir plein de choses qui ressortent qui sont pas très positives, je trouve. Donc le contexte, voilà, premier élément, le contexte, je le trouve un peu bizarre. Donc, vu que j'ai dit qu'il fallait être un peu opportuniste, Nvidia est une valeur que je surveille depuis toute l'année 2024. Et Nvidia a toujours été une valeur que j'ai envie d'intégrer dans mon portefeuille. Pourquoi? Parce que ma stratégie, comme je l'ai dit sur mon compte titre, c'est une stratégie de croissance. Je veux des entreprises qui font de la croissance. Si on prend la croissance Nvidia, je veux dire, Nvidia a des chiffres monstrueux. Et je pense que ça aurait été dommage de ne pas saisir cette opportunité-là. Je veux dire, Nvidia, fondamentalement parlant, les chiffres sont très très beaux. Si on se met sur... là, j'ai mis un graphique Nvidia. Moi, j'aime bien de temps en temps également utiliser l'analyse technique pour entrer sur certaines valeurs, notamment quand je fais du stop picking sur les actions. Donc du coup, on voit qu'en plus là, ça a tapé voilà, une résistance oblique. Moi, le point qui m'intéressait, c'était plutôt vers 90-100. On en est très loin. Et donc du coup, j'ai décidé de rentrer suite à ce point bas. Si on se met en journalier, voilà, la news est tombée là. C'est-à-dire que dans une journée, Nvidia a perdu 22-23%, et quelques jours après, elle avait perdu 25-26%. Voilà, j'ai considéré que c'était une opportunité. Et quand on prend du recul, par rapport à ma stratégie, on voit qu'Nvidia, si je me mets en juste sur l'année 2024, donc 2024 on est là, et 2025 on est par ici, à 30 janvier, c'est une entreprise qui a fait 200%. Donc par rapport à ma stratégie qui est d'avoir et de détenir des actions de croissance dans mon portefeuille, et par rapport à ce petit contexte que je trouve un peu étonnant, bizarre, j'ai décidé de saisir l'opportunité d'acheter du Nvidia. Et c'est une prise de risque qui est mesurée, j'en ai acheté que deux. Donc aujourd'hui, il y a 5% de ma valorisation de mon compte titre qui est exposée à Nvidia. Mais je me dis, voilà, j'avais envie de la saisir parce que si jamais Nvidia refait une année 2025 comme 2024,
bah, ça va, même si c'est que 5%, ça va nettement booster ma performance. Et d'autant plus que voilà, c'est une belle entreprise par ailleurs, elle a des beaux produits technologiques, bref, c'est Nvidia et voilà, j'avais envie de m'exposer, donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut. Je sais qu'on l'achète très cher, c'est pour ça que j'en ai acheté que deux. Comme j'ai dit, moi je voulais l'acheter plus bas, plus aux alentours des 100 dollars. Bon, bah, je l'ai acheté à 122, 121, pardon. Enfin, c'est en euros, je l'ai converti en euros. Donc, je l'ai acheté un peu plus haut. Et voilà, j'ai décidé de m'exposer à Nvidia en, en petite partie, encore une fois. Et c'est la nouvelle action qui rentre dans mon portefeuille, hein. Si je vous montre mon compte de Giro, vous allez voir, elle est là. Tic, 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 Alphabet, et Nvidia, elle est là. Voilà, pour le moment, sur Nvidia, je fais 7,35% en l'espace de 20 jours. Donc c'est quand même, encore une fois, c'est assez fou. Bon, ça a la puissance du rebond, je pense. On va voir comment le marché va digérer finalement cette news. Et, je pense que le temps va nous dire si finalement c'était, on va dire, une bonne opportunité pour rentrer ou si c'était vraiment, on va dire, un vrai changement, cette nouvelle intelligence artificielle. Donc voilà, j'ai décidé de m'exposer à Nvidia, nouvelle action en portefeuille. J'ai calculé mon risque. Et je suis prêt, je pense, sur le court moyen terme, à renforcer Nvidia. Je pense que sur, on va dire, peut-être 2-3 ans, j'ai du mal à avoir un concurrent qui va vraiment venir lui mettre des bâtons dans les roues. Même si on vient de le voir avec DeepSeek, hein, c'est des concurrents qui sortent de nulle part un peu. Donc c'est évidemment très dur à estimer et à évaluer. Mais voilà, moi, on le voit, hein, mon portefeuille, c'est que des grosses capes américaines. Euh, Apple, Microsoft, Amazon, Johnson Johnson, Visa, McDo, Google, MSCI, Evolution AB. C'est la seule qui n'est pas américaine, qui est suédoise. Et Nvidia. Voilà, j'ai des monstres, j'ai des très 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 grosses capes américaines. Et moi, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me rassure par rapport à mon investissement. Donc voilà, pour le petit tour de ce mois de janvier 2025 sur le compte titre, on va regarder si j'ai touché des dividendes. J'avais touché 2,22 € de Pepsi en janvier. Ce qui m'avait étonné puisque j'avais vendu Pepsi, si je dis pas de bêtises, le 12. Mais sûrement que c'est des dividendes pour l'année précédente. Donc plutôt content. Enfin, plutôt content. Plutôt agréablement surpris d'avoir touché un petit peu de dividendes sur ce mois de janvier, hein. On le voit, hein, les dividendes, ce n'est clairement pas ma stratégie, hein, j'en ai pas beaucoup. Et c'est pas la principale raison qui fait que j'investis dans une entreprise. Mais voilà, on mesure comme d'hab. On mesure, on note, on voit que voilà, j'ai touché 2,22 €. L'année dernière, j'avais touché 1,96 €, toujours de la part de Pepsi. Donc mine de rien, on voit qu'il y a eu une belle progression dans leur versement de dividendes, ce qui fait toujours plaisir aux actionnaires. Et voilà pour ce petit tour du mois de janvier sur mon compte titre. Donc c'est fait pour mon investissement en bourse. On va continuer avec mon investissement immobilier, avec mon appartement que je mets en location courte durée sur des plateformes comme Airbnb et Booking. Donc tout simplement, hein, on repart sur une nouvelle année, 2025. J'ai dupliqué le tableau que j'avais en 2024. J'ai mis à jour quelques chiffres parce qu'il y a des choses qui ont augmenté, hein, notamment Internet. Alors là, on a un mois un peu bâtard à 50,99 € parce que ça faisait un an que j'étais chez eux et j'avais une offre d'un an. Et hop, ils m'ont remis le prix normal. Je les ai appelés dans la foulée quand j'ai vu la facture et ils m'ont refait une offre à 35,99 €. On voit déjà que par rapport à l'année dernière, je me prends 3 € dans la vue. Donc voilà, on a fait le même tableau. Comme je disais, il y a des choses qui ont augmenté. L'électricité ici, 143. Bon, l'électricité, l'eau, tout ça, ce sont des régules. Donc en fait, j'établis sur 143 € pour le moment sur toute l'année, puisque c'est ce qu'on a payé au mois de janvier, mais on est un petit peu dépendant de comment les gens consomment, hein. Électricité et eau, ça dépend comment les gens consomment. Donc sur ce mois de janvier 2025, bah, très bon mois, hein, en termes de taux d'occupation, 90%. 15 nuits via Airbnb, 12 nuits via Booking, 0 nuit via la conciergerie. Donc j'ai décidé de mettre mon appartement sous gestion via une conciergerie. Et cette conciergerie a un site internet et parfois on peut directement réserver l'appartement via le site de la conciergerie. Mais ça se fait très très rarement. Donc là on est full Airbnb et Booking. Donc 90%, donc 27 nuits sur 30. C'est plutôt cool. Un chiffre d'affaires de 2217 €. Et donc ensuite j'enlève évidemment ce que me coûte ma conciergerie. Et ça me donne un résultat et un cash flow brut. Donc on est en cash flow brut
positif sur ce mois de janvier de 1201 euros. Mais évidemment, à ce cash flow brut, il faut évidemment enlever les charges. Donc l'assurance habitation, internet, l'électricité, l'eau, le ménage. Donc ça, le ménage, c'est pareil, c'est avec la conciergerie à chaque fois que vous avez un séjour. Donc quelqu'un qui rentre dans l'appartement et quelqu'un qui en sort. Du coup, il y a un ménage de fait. Et donc du coup, j'ai eu 5 ménages sur ce mois de janvier. Donc c'est 55 euros le ménage, nous, chez nous. On a un appartement de 4 pièces avec 3 chambres. Donc c'est 55 euros le ménage, la prestation. On a eu des charges exceptionnelles. Donc voilà, il a fallu qu'on dépense 6,49 € pour 2-3 petits accessoires dans l'appartement. Ensuite, on a la taxe foncière. Pour le moment, je suis passé... moi, j'ai décidé de la lisser sur 12 mois. Mais j'ai décidé de partir sur le même montant que l'année dernière. On avait payé 1100 euros, taxe foncière. À mon avis, ça va augmenter, il n'y a pas de raison. L'expert comptable, il était à 686 euros. Et la CFE, elle était à 367 euros. Donc j'ai repris vraiment les mêmes chiffres que l'année dernière, en 2024, que j'ai payé. Et je les ai lissés sur 12 mois. Donc voilà, je sais que... on peut le voir ici. Déjà que chaque mois... j'ai 415 euros de charge et que chaque mois je commence dans le rouge avec un cash flow net de 940 euros. Donc chaque mois le défi c'est de passer ce cash flow net de moins 940 à quelque chose de positif. Et sur ce mois de janvier c'est réussi, donc plutôt cool, ça dépend pas de nous évidemment, donc c'est toujours un peu la surprise, soit c'est une surprise agréable, soit c'est une mauvaise surprise, et on fait 489 euros de cash flow net. Quand on enlève au cash flow brut toutes nos charges, il nous reste 489 euros. Donc c'est plutôt cool. On commence à accumuler de la trésorerie sur cette année 2025. Ici, j'ai fait un petit cumul de trésorerie historique, c'est-à-dire que j'ai repris la trésorerie que j'avais fait sur l'année 2024. Et ici, là, 4379, auquel j'ajoute les 489. Donc voilà, on cumule de la trésorerie. Encore une fois, cette trésorerie, elle a juste un seul but. C'est des dépenses pour l'appartement, que ce soit en charge exceptionnelle, que ça va être quand on a de la copro, ce genre de choses, quand on a un imprévu, un travaux à faire dans les parties communes ou sur l'appartement ou sur la copropriété, la trésor sert uniquement à ça. Donc plutôt bon mois de janvier. C'est un peu comme l'année dernière, on s'était rendu compte que, alors il faut faire attention, c'était 72,50%, mais on avait commencé le 24 janvier. Mais je savais que le mois de décembre avait été assez faible, 50% de taux d'occupation. Mais j'étais pas surpris parce que nous, on a essentiellement des pros qui viennent chez nous via des entreprises. On est sur une ville où malheureusement il n'y a pas assez de logements. Et donc du coup, il n'y a pas assez de logements. Et de deux, il y a beaucoup d'entreprises qui font venir beaucoup de main-d'œuvre de France et d'étrangers. Et donc du coup, ils cherchent justement des logements. Et pour eux, c'est plus rentable de passer par la location courte durée comme Airbnb Booking plutôt de mettre leurs salariés, leurs employés, leurs ouvriers chez des hôtels. Donc voilà, ils passent pas mal à travers la location courte durée. Donc voilà, ça nous conforte dans l'idée qu'on peut avoir quelque chose qui est performant sur l'année, qui est un petit peu rentable. C'est pas de la grosse rentabilité, mais c'est un petit peu rentable. Et encore pour le moment, j'ai toujours ma mensualité de crédit qui est à 525 euros, mais là le différé va s'arrêter en mois de mars, enfin en mois d'avril. Donc quand on aura un crédit à 1000 euros, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc là aussi, on est en train de réfléchir avec ma femme quelle stratégie mettre en place. Mais bon, toujours est-il qu'on a de la trésor d'avance. Et donc même s'il y a quelques mois qui sont un peu plus difficiles, on a de la trésor pour évidemment amortir tout ça. Et voilà pour ce mois de janvier 2025 sur la location courte durée. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Et on verra comment se porte le mois de février. Mais encore une fois, voilà, c'est ça. Je voulais dire que j'étais pas surpris parce que on a une location qui est professionnelle. Le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Noël, quand même, c'est assez fêté partout en Europe. Nous, les gens qui travaillent, les pros qui viennent dans notre ville, qui viennent dans les entreprises de notre ville, qu'ils soient français ou étrangers, Noël, souvent, c'est une période où on reste en famille, on rentre. Et après, on remet les bouchées doubles à partir de janvier et c'est reparti. Donc, je m'attends à avoir un beau taux d'occupation. L'année dernière, on avait un taux d'occupation qui frisait les 80%. Donc là, on est à 90%. Donc, j'aimerais bien que ça reste sur cette norme-là de 80% pour
continuer à accumuler de la trésorerie, parce qu'encore une fois, même à 80-90%, quand on va avoir la mensualité de crédit qui va passer à 1050 euros, ça va nous faire tout drôle, je pense, en cash flow. Donc voilà. Voilà pour ce petit bilan. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur la partie location courte durée. Et pour finir, on va voir la partie budget. Vous le savez, je me suis fixé un objectif de dépenses budgétaires chaque mois. De dépenses tout court, je ne sais pas si ça se dit des dépenses budgétaires, bref. Chaque mois, je me fixe un objectif, c'est une dépense de 285 euros. Et l'objectif est rempli sur ce mois de janvier, puisqu'on peut voir que j'ai dépensé 135 euros et que j'ai un surplus de 150 euros. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je vous mets juste au-dessus une vidéo de comment on raisonne et comment on fonctionne avec ma femme, le système qu'on a mis en place. C'est rien de très compliqué, mais encore une fois, si ça peut vous aider à vous à mettre en place des choses. Et on mesure tout. On mesure tout. Et globalement, comment ça fonctionne? Je touche un salaire chaque mois. J'ai rajouté une ligne, revenu YouTube. Ça ne sera pas chaque mois, mais là j'ai touché 80 euros au mois de janvier. Donc voilà, je touche des revenus et j'ai des charges. Et les charges, c'est 2766 euros, c'est la somme que vous voyez ici. Cette somme, comment elle est constituée? Elle est constituée de toutes mes charges que j'appelle foyer compte commun. Donc c'est finalement toutes mes charges que j'ai pour ma vie de famille. De 2050 euros, ça c'est quelque chose qu'on a tout simplement calculé par rapport à nos deux revenus, à moi et ma femme, et par rapport aux charges qu'on a chaque mois. Voilà, j'assume 2050 euros par rapport à la totalité des charges, et elle assume une autre partie. Et j'ai la partie perso. Donc la partie perso, c'est la somme de ce que vous voyez en dessous. Donc ça, c'est les frais de ma carte bancaire, mon investissement sur mon PEA et mon compte titre. Donc on pourrait dire que c'est pas des charges, c'est de l'investissement, c'est de l'épargne. Moi, pourquoi je les considère comme charges? Parce qu'en fait, je veux que ce soit automatique. Je veux jamais rater, et c'est pour ça que j'ai mis en place des versements mensuels automatiques. Je veux jamais rater le fait de verser de l'argent pour mon épargne de précaution, de verser de l'argent pour mon investissement en bourse. Je veux que ça soit automatique et je veux pas y couper. Et je veux pas, voilà, on s'est dit que dans notre vie, il fallait, j'allais dire presque, s'imposer quelques contraintes. Et cette contrainte-là d'investir et d'épargner, on veut pas y rogner dessus. Et donc du coup, je l'ai considéré comme une charge, comme ça. Je sais que par rapport à ce que je touche en revenu, j'ai tant de charges, mais que dans mes charges, j'ai évidemment toutes mes factures et tout ce que ça me coûte, toutes mes dépenses pour ma famille. Mais j'ai également mon épargne de famille, mon épargne personnelle et mon investissement en bourse, qui est compris, et comme ça, j'y déroge pas. Donc voilà, j'ai mon PEA plus compte titre, comme je disais, 100 euros sur mon PEA et 100 euros sur mon compte titre. Là, j'ai mes abonnements Canal+, SFR et PlayStation Network. Et là, c'est ce que je disais, mon épargne personnelle et mon épargne de couple. Des épargnes de précaution qu'on met chaque mois de chaque côté. Donc voilà, ce qui donne finalement une somme totale de 2766 euros. Donc en fait, revenu moins les charges, ça me donne un solde. Et ensuite, sur ce solde-là, je me dis que je dois dépenser que 285 euros par mois. C'est un objectif à travers des postes, que c'est des postes très globaux, mais dépenses en vêtements, en resto, dépenses sur le web, jeux vidéo ou autres. J'ai pas voulu mettre 50 000 catégories parce que sinon on s'y perd. Et voilà, j'ai des dépenses pareilles ici. On voit que je me suis fixé des dépenses par mois. En vêtements, en moyenne, 50 euros par mois, ce qui représente 600 euros à l'année. Les restos, hôtes, web et jeux vidéo. Ce qui me fait des dépenses à peu près de 3420 euros par an. Et si on divise par 12, ça fait 285 euros. Donc voilà, c'est un objectif. On voit que là, j'ai eu un peu de dépenses en resto, j'ai eu des dépenses autres. On voit qu'il y a plusieurs montants qui sont inscrits là. Mais rien de bien foufou. Et donc, du coup, voilà, je suis positif. Finalement, je n'ai pas dépensé 285 euros, j'ai dépensé 135 euros, ce qui fait que ça vient venir gonfler un petit peu mon solde à la fin. Donc voilà, je suis en positif de 386 euros. Hein. Si on fait 520, finalement, mon solde ici, moins 135, on va arriver à cette somme-là. Donc tout simplement, voilà, je suis en positif sur ce mois-ci, et ce qui me permet aussi de calculer un petit taux d'épargne. Voilà, si on prend les revenus que je touche qui sont ici, et qu'en fait, tout simplement, on va additionner l'ensemble de l'épargne des investissements, divisé par l'ensemble de mes revenus, ça me fait un taux d'épargne de 25%. L'objectif à peu près, c'est d'être à 20%. C'est une bonne métrique, je trouve, un beau palier. Là, je suis à 25%, c'est cool. Et donc, du coup, voilà. L'idée, c'est, mois après mois, de pouvoir, encore une fois, avoir une visibilité sur comment je dépense mon argent, sur comment, finalement, j'arrive à être parfois à accumuler un peu de surplus.
Parce qu'à un moment donné, ce surplus qu'on accumule, vous voyez, hein, là, tout au long de l'année, finalement, en 2024, j'étais en surplus. J'avais dit d'ailleurs que peut-être que je jouerais sur la variable de 285 euros. J'ai encore pas eu le temps d'y réfléchir. Parce que finalement, ça veut dire que sur tous ces mois-là, tous ces mois-là, là, j'étais quasiment dans le vert à chaque fois. Donc peut-être que je peux être encore un peu plus, peut-être un peu plus pointilleux sur mes dépenses et pour mettre un peu plus en épargne ou en investissement. On va voir, j'ai pas eu le temps de vraiment me poser dessus encore. Mais voilà, l'idée c'est de mesurer les choses. Ça me permet voilà, de voir où j'en suis au cours de l'année. Voir un peu le surplus que j'ai. Soit je le bascule en investissement, soit je le bascule en épargne. Soit si jamais il y a un imprévu, bah cool, au moins j'ai un peu d'argent de côté. C'est finalement un peu de l'épargne de précaution. Mais, qu'il faut bien penser à basculer sur ces livrets A ou sur ces LDD parce on est rémunéré ne serait-ce que, je crois que c'est passé à 2,50 ou 2,60, je sais plus, le livret A et LDD. C'est toujours mieux de le laisser sur le compte courant où on est à zéro. Et mine de rien, ça fait gonfler un peu l'épargne de précaution ou l'investissement, et ça peut me servir dans l'année pour un imprévu, pour se faire un peu plus plaisir en vacances, ce genre de choses, quoi. Mais voilà, c'est très important ce fichier. Moi, je vous le conseille vraiment, hein. Si vous mesurez pas vos dépenses, faites-le, ne serait-ce qu'un mois, pour vous rendre compte par rapport au revenu que vous touchez, comment vous dépensez ce revenu par la suite. Je trouve que c'est très intéressant, très pertinent, et on apprend beaucoup de choses. Et ça nous permet par la suite justement parfois d'avoir des déclics. Et le fait de mesurer, ça permet d'optimiser. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos et sur ma chaîne. Mesurer pour optimiser, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte des choses et que c'est comme ça qu'on peut faire des arbitrages et des pilotages au quotidien pour essayer de mieux optimiser ses dépenses et de mieux optimiser ses investissements ou ses épargnes. Enfin bref. Je pense que vous avez compris. Donc voilà un petit peu, content d'être dans le vert. Je l'avais senti de toute façon, hein, je ne dépense pas beaucoup au quotidien, donc je sais quand je dépense, et surtout quand je fais des dépenses exceptionnelles, on va dire, je le sais. Là, ce n'était pas le cas au mois de janvier, donc plutôt cool, quoi. Et pour finir, voilà, je vais juste vous remettre la page Bento, vous trouverez le lien en description. C'est une page voilà, qui vous permet notamment de rentrer en contact avec moi via Discord ou via Twitter. Vous avez mes deux pseudos. N'hésitez pas à utiliser ces deux liens. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. Chaque semaine, là, j'ai des gens qui viennent me voir. Je leur file un coup de patte sur le fichier quand ils le téléchargent. Des fois, il y a des choses, des logiques qu'ils ne comprennent pas, ce qui est complètement normal. C'est un fichier que j'ai fait moi. Quand on construit un fichier, on construit un tableur, bah, la personne qui le construit raconte un peu son histoire. Et donc, du coup, c'est facile de ma position, mais de la vôtre, quand vous téléchargez le fichier, c'est moins évident. Et on échange. Et puis évidemment, on échange après d'autres sujets, investissement en bourse, et d'autres sujets qui peuvent nous réunir. Mais c'est toujours agréable. Et je préfère qu'on passe je préfère l'échange en 1v1, quoi, j'ai envie de dire. Et je trouve ça cool. Je trouve que c'est plus proche et ça permet d'être juste entre nous, quoi. Donc voilà, et évidemment, après, à travers cette chaîne, vous pouvez retrouver le lien du fichier de suivi, vous pouvez retrouver les offres de parrainage. Je ne les ai pas mis à jour, mais peut-être que vous avez plus ou moins de frais de courtage. En tout cas, si vous avez envie d'ouvrir un compte en bourse, et sachez que voilà, j'ai des liens de parrainage, vous touchez des frais de courtage offerts, et moi aussi, et ça s'arrête là. Mais c'est déjà très bien, parce que mine de rien, à chaque fois que vous allez faire un achat ou une vente en bourse, il y a des frais de courtage que vous prenne le courtier. Et donc du coup, c'est toujours ça d'économiser. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin, encore une fois. Et évidemment, je vais finir par liker la vidéo, partagez-la, laissez vos commentaires. C'est avec grand plaisir qu'on échange à chaque fois. Et abonnez-vous à la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. C'était Papa Investi. Vamos!